Je suis parfaitement honoré de parler devant vous et autour d'une œuvre que j'admire, d'un sujet qui, si je me rappelle bien, a inspiré nos discussions dès les moments les plus formels pendant lesquels nous nous sommes rencontrés, c'est-à-dire autour de la poésie et des poètes de l'époque augustéenne. Et donc je suis absolument honoré de vous présenter ces considérations sur Auguste et la paix, une relation très ambiguë. J'aurais voulu parler d'un homme, d'une figure importante de votre République des lettres européenne, Johann Goritz, Janus Coritius, qui m'est cher, mais malheureusement mes occupations actuelles ne m'autorisent pas à me plonger dans les richesses de la Bibliothèque Vaticane pour exhumer des données le concernant. Donc j'ai choisi, comme vous l'avez dit, un sujet qui concerne un homme et une époque qui n'ont cessé de fasciner et aussi d'inspirer les souverains et les artistes depuis au moins l'époque de l'humanisme. L'une des premières images que le visiteur venu à Rome peut retenir d'Auguste est celle d'un homme de paix. Ses pas le porteront sans aucun doute vers le champ de Mars, plus précisément vers le mausolée du prince, auprès duquel il peut admirer dans son nouvel écrin l'autel de la paix, créé en 13 et inauguré en 9 avant Jésus-Christ. On y distingue au milieu d'une procession de prêtres et de membres de l'aristocratie romaine, Auguste lui-même en train de sacrifier, peut-être au jour même de la dédicace de l'autel. Cet autel était censé consacrer la fin des hostilités, non seulement celles déjà anciennes des guerres civiles, mais aussi de celles des récents conflits en Espagne et en Gaule. La dédicace de l'autel de la paix Auguste n'était pas la seule mesure prise par Auguste pour célébrer la pacification du monde. Déjà en 29 avant notre ère, il avait fermé solennellement ce qu'on appelait le Janus, c'est-à-dire un arc consacré au dieu Janus qui se trouvait au Forum romain. Habituellement, l'ouverture de cette porte du dieu des commencements, Janus, signifiait l'entrée en guerre du peuple romain et la fermeture, le commencement de la période consécutive à la fin de la guerre. Ce rite solennel de la fermeture, donc du Janus, mettait fin aux activités militaires et Auguste le répéta 2 fois au cours de son principat. À la même date, il fit prendre ce qu'on appelle, tout cela, ce sont des rites assez mystérieux que nous connaissons mal, l'augure du salut, l'augurium salutis, un ancien rite qui avait lieu lorsqu'aucune armée romaine ne se trouvait plus en campagne. Encore la célébration de la paix. Et encore plus tôt, à la fin des années 30, Octavien avait fait composer au poète Virgile les Géorgiques, un poème consacré aux pacifiques activités de l'agriculture et de l'élevage. En 28 avant Jésus-Christ, il renonça lui-même au projet qu'il avait caressé un temps de se faire conférer le surnom de Romulus et de parader en nouveau fondateur de Rome. En janvier 27, quand il remit tous ses pouvoirs extraordinaires au peuple romain et au Sénat, il préféra au belliqueux nom du fondateur de Rome celui beaucoup plus serein et pacifique d'Auguste. Nul n'est donc étonné de voir dans quelles conditions il mit un terme, en 20 avant notre ère, à la longue période d'hostilité avec les Parthes, en concluant sans coup férir la paix avec ses ennemis traditionnels du peuple romain. Ce traité permit de récupérer les enseignes perdues au cours des 32 années précédentes par Crassus, anéanti en 53 à Car, par Decidius Saxa en 40, par Marc-Antoine en 36. Cette victoire diplomatique fut célébrée par les poètes et par des monnaies, et sur le forum d'Auguste, où ces enseignes ont été en fin de compte déposées. Faut-il s'étonner, après toutes ces manifestations de son action pacifique, que tous aient célébré la clémence d'Auguste, qui pardonnait aux conjurés et savait gagner la guerre sans verser le sang?
Il est certain que le prince tenait à se présenter sous les traits d'un pacificateur. Voilà une des monnaies sur la récupération des enseignes. Il se présentait donc sous les traits d'un pacificateur après presque un siècle de guerres atroces, sans toutefois taire que celui qui avait fermé le Janus avait aussi été un grand chef de guerre. Dès 36, il était entré à Rome selon le rite de l'ovatio, une forme mineure du triomphe effectuée à cheval et non en char, pour célébrer ses victoires maritimes en Sicile. En août 29 avant notre ère, 3 triomphes le conduisirent pendant 3 jours consécutifs du Champ de Mars au Capitole pour marquer la fin des conflits civils, ce qui représentait un sommet jamais égalé dans les fêtes triomphales. Nombre de statues représentaient le prince en cuirasse comme détenteur de l'imperium militiae, comme nous disons dans notre jargon d'historien romain, c'est-à-dire en tant que commandeur suprême de l'armée. Sans parler des revers monétaires qui insistaient régulièrement sur ses succès militaires. Toutefois, déjà la première ovation d'Octavien en 40 ne célébrait pas un succès militaire à proprement parler, mais la paix conclue sans coup férir avec Marc-Antoine à Brindisi, quod pacem cum Marco Antonio fecit, parce qu'il a conclu la paix avec Marc-Antoine, au moment où les 2 triumvirs étaient sur le point de s'affronter sur un champ de bataille. On ne manquera donc pas de se demander quelle est la véritable figure d'Auguste. Était-ce un porteur de paix, comme il aime à se présenter, ou un fauteur de guerre? Était-il un serviteur de la paix ou un agent de Mars? C'est cette image paradoxale que j'essaierai d'analyser brièvement en montrant que le paradoxe n'est en fait qu'apparent. Dans le contexte romain, la paix n'était en effet qu'un des aspects de la guerre. C'était un des arts de la guerre, ou vice-versa. Et Auguste n'a en fait jamais voilé cette relation étroite et, selon lui et les Romains, nécessaire. Pour constater à quel point la gloire militaire était chère à Auguste, il suffit de parcourir les hauts faits du divin Auguste, les Res Gestae Divi Augusti, cette autobiographie politique à portée constitutionnelle qui a été lue au Sénat après la mort du prince en 14 après Jésus-Christ et fut ensuite affichée à Rome et dans les lieux publics de l'Empire. Auguste y rappelait tous ses succès militaires, même ceux qu'il avait remportés au cours de la guerre civile, ce qu'en règle générale, à Rome, le bon goût traditionnel taisait. Bien entendu, là encore, il était très au courant des traditions, Octavien ne s'était pas battu contre Marc-Antoine. Il avait fait la guerre contre la reine d'Égypte, une guerre qui lui avait permis de soumettre le fascinant royaume au pouvoir du peuple romain, comme il le rappelle, tandis que la guerre menée contre Brutus et Cassius, les assassins de César, était une guerre conduite contre une bande de factieux qui en voulaient à l'État romain. Et les guerres maritimes en Sicile, c'était en fait une guerre civile, mais il se battait contre les pirates du fils de Pompée, Sextus Pompée, donc une guerre extérieure. J'ai rendu, écrit-il dans les Res Gestae, la liberté à la République opprimée par la tyrannie d'une faction. Et plus loin, il répète que quand ils firent la guerre à la République, ces gens-là, il les a vaincus 2 fois en bataille rangée. Et cela dès le début des Res Gestae. Suivent 2 paragraphes qui rappellent ses victoires, les triomphes qu'il a acceptés ou ceux qu'il a refusés, les actions de grâce et autres distinctions que le peuple romain lui a accordées pour fait de guerre. Plus loin, dans le même texte, Auguste revient régulièrement sur les expéditions, les peuples soumis, les traités conclus avec des nations qui recherchaient l'amitié des Romains et les expéditions militaires qui atteignirent les limites du monde connu. Sur son forum, le forum d'Auguste, la décoration l'assimilait à Alexandre le Grand. Des peintures représentant le grand homme, des peintures fameuses du passé, y étaient exposées à côté d'objets qui avaient appartenu à Alexandre, de sorte qu'il n'y avait aucun doute pour celui qui visitait la place. On voulait en tout cas que la référence à Alexandre fût évidente, puisque plus tard, pour éviter tout malentendu, l'empereur Claude, qui était volontiers un peu pédant, fit gratter la tête d'Alexandre sur ses célèbres peintures et la remplaça par celle d'Auguste.
La lignée du vainqueur d'Axiome tenait à insister sur le génie militaire du fondateur de la dynastie et de l'Empire. Les poètes augustéens ont tous souligné l'éminence militaire du prince, tout comme la réalité de la paix qu'il a ramenée et qui ouvrait une période que les historiens ont qualifiée de paix romaine et qui dura à peu près 2 siècles. Les sources les plus diverses soulignent donc tous l'attachement d'Auguste à la paix et en tout cas le fondement d'un régime de paix, au point même qu'elle laisse planer de ci de là, malgré cette célébration du génie militaire d'Auguste, un doute sur ses véritables capacités militaires, abandonnées à d'autres, en particulier à son ami Agrippa. Son biographe, Suétone, raconte plutôt comment il était malade lors des batailles et manqua d'être fait prisonnier lors de la bataille de Philippe en 42. Un guerrier par nécessité, en quelque sorte, mais en fait, un civil soucieux du consensus et attaché à ramener la paix et un civil pratiquant l'art de la paix. Telle était l'image que diffusait la littérature sous le principat d'Auguste. Encore Sénèque, dans son dialogue sur la clémence qui s'adresse à un doux jeune homme du nom de Néron, écrit « Le divin Auguste fut un prince rempli de douceur, à ne juger qu'à partir de son gouvernement personnel. Il est vrai que lors des malheurs qui s'abattirent sur la patrie, il joua de l'épée, bien qu'il fût exactement de l'âge que tu as à présent, etc. » Nul n'est dupe des slogans officiels, ni des flatteries des poètes et des courtisans. On se doute, cependant, que les faits étaient un peu plus compliqués. Et en regardant de près les mêmes textes, en lisant un peu plus loin que les grandes citations que l'on fait toujours, il apparaît effectivement que le pacifisme d'Auguste n'était pas du tout de la propagande, mais de la communication. Il était certes un artisan convaincu de la paix civile et internationale, mais à quelques détails près, des détails qui ne cachaient nullement. Il suffit de continuer à lire ce passage de Sénèque que j'ai déjà cité pour voir ceci. Sénèque écrit « Voilà ce que fit Auguste dans sa vieillesse, la paix, la clémence, ou au déclin de sa vie. Dans sa jeunesse, il fut échauffé, emporté par sa colère, il commit plusieurs crimes sur lesquels il ramenait ses regards à contre-cœur. Nul n'osera comparer à ta douceur, celle de Néron, on appréciera, celle du divin Auguste, quand bien même on mettrait en balance avec les années d'un jeune homme sa vieillesse caduque. Qu'il ait montré de la modération et de la clémence, soit, mais ce fut après avoir rougi la mer d'Axiome du sang romain, après avoir brisé en Sicile aussi bien ses flottes que celles de ses adversaires. Après les sacrifices de Pérouse, il a fait massacrer, on a parlé d'un sacrifice, 400 membres de l'élite de l'Étrurie révoltés à ce moment-là aux manes de César. Et puis les proscriptions. Il s'agit donc, pour nous modernes, devant ces textes quand même très ambigus, de bien identifier tout ce que recouvrait la paix et la clémence Auguste. Qu'Auguste n'ait pas été un grand chef de guerre n'a en fin de compte pas d'importance, puisqu'il sut s'en remettre à plus compétent que lui pour les nombreuses guerres qui se déroulèrent sous son principat. Par ailleurs, il est tout à fait réputé, là les historiens s'entendent tous entre eux, pour avoir maintenu une discipline de fer dans les légions, donc un bon commandant de l'armée romaine. Mais l'art d'Auguste ne résidait pas dans ce domaine. Il faut le chercher plutôt sur le plan de la politique et de la pacification. La paix, une vertu très particulière. Commençons par citer Auguste lui-même. Notons d'abord que la guerre est généralement destinée à ramener l'ordre sur le plan intérieur et à pacarer, rendre sûr, pacifier à l'extérieur. Quant au mode de cette pacification, de ce retour de l'ordre, il suffit de lire ce passage du début des Res Gestae pour s'en faire une idée. Il écrit « J'ai souvent fait la guerre sur terre et sur mer, civile ou extérieure, dans le monde entier. Et après la victoire, j'ai épargné tous les citoyens qui demandaient grâce. Quant aux peuples étrangers, à qui on pouvait pardonner en toute sécurité, j'ai préféré les conserver que les exterminer, excidere. » Ces deux phrases sont affreusement claires, je crois. Auguste a fait de nombreuses fois la guerre, à l'intérieur comme à l'extérieur, et il précise
Quelle a été la conséquence de ces guerres? Les citoyens qui demandaient grâce, il les a épargnés. La formule est un peu inquiétante. Quel a été le sort des citoyens qui ne demandaient pas grâce? Pourquoi d'ailleurs devaient-ils demander grâce? Ne suffisait-il pas qu'ils soient battus? Certes, le sort traditionnellement réservé aux ennemis qui se rendaient avant la bataille, aux Romains, était toujours différent de celui qui frappait ceux qui s'étaient battus sans s'être rendus. Mais il n'est pas besoin de spéculer sur le sens de cette formule. La phrase suivante, relative aux ennemis extérieurs, et souvent, je l'ai déjà dit, les ennemis civils sont présentés comme des ennemis extérieurs. Marc-Antoine, c'est le royaume d'Égypte, en fait. Et donc cette phrase suivante lève le doute. Ceux à qui on pouvait pardonner sans danger, Auguste les conservait, les autres, il les exterminait. Excidere, le verbe est tout à fait significatif. Et de telles formules correspondent à l'idéal romain. Mais revenons au res gestae. J'ai donc l'impression que la phrase sur les ennemis externes complète la précédente. Ceux qui présentaient un danger étaient en fait simplement exterminés. Appliqué aux citoyens, cela signifie que les véritables ennemis n'étaient pardonnés que s'ils ne représentaient plus aucun danger. Cette interprétation correspond parfaitement aux anecdotes qui circulaient sur la cruauté inflexible du triumvir octavien. J'ai déjà cité Sénèque à ce propos. Et Suétone, qui a fait sa biographie du divin Auguste, consacre 3 paragraphes de cette œuvre, de ce livre, les chapitres 13 à 15, à énumérer les diverses manifestations de la cruauté inflexible du triumvir octavien à l'égard de ceux qui l'avaient vaincu. Et si le loyal partisan de Tibère et de la famille julienne, l'historien Velleius Paterculus, qualifie la victoire d'Axiome de la plus clémente des victoires, il ajoute qu'Octavien ne fit périr personne, à l'exception d'un petit nombre qui consentirent même à ne pas demander la vie. Nous sommes très près là de la formule qui se trouve employée dans les Res Gestae, 40 ans après les faits, et au début de cet ouvrage qui devait sonner comme une gifle à la face du Sénat, dont beaucoup de sénateurs avaient perdu leurs parents et leurs pères, leurs frères, leurs oncles dans cette histoire. On se rend donc compte que la clémence et le pacifisme d'Auguste étaient des notions très particulières, très relatives. Et ceci ne fut pas seulement vrai dans sa jeunesse ou dans un contexte que Velleius Paterculus invoque comme étant la cause de ses excès. Encore dans un texte aussi tardif comme les Res Gestae, la réalité ambiguë de la paix et de la clémence n'était pas voilée. À tout prendre, les passages que j'ai cités peuvent même être compris comme des menaces à l'attention des téméraires qui oseraient dans le futur s'attaquer au régime du Principat. Et si l'on prend d'un tout autre côté les grandes œuvres artistiques qui sont mises en relation avec la paix auguste, on se rend compte qu'elles sont aussi très ambiguës et nullement aussi pacifiques qu'on pourrait le supposer. Prenons les géorgiques de Virgile que j'ai cités. Est-ce vraiment ce champ des activités de la paix auquel on le réduit généralement? Ce poème n'a-t-il pas d'autre objectif que celui de délecter les lecteurs, comme l'a écrit Sénèque? Mais il ne s'agit pas d'un simple divertissement littéraire. S'il ne s'agit pas d'un simple divertissement littéraire, quelle fin pouvait poursuivre les géorgiques? Nul ne pensera plus que cet ouvrage s'adressait aux exploitants agricoles pour leur enseigner leur métier ou pour créer un mouvement en faveur de l'agriculture, comme le pensait encore Rostovtsev, grand historien de l'économie romaine. Après Antonio Lapenna, Lancelot Wilkinson ou Pierre Boyancé, la portée de l'ouvrage a été fortement éclairée. Lancelot Wilkinson a identifié 3 thèmes majeurs qui sous-tendent le poème. Le premier thème prédominant célèbre la dignité et la nécessité du travail, fondement de toute expérience. Oui, voilà les noms des auteurs que j'ai cités. À cette théodycée du travail et de la terre, vous connaissez tous ces O Fortunatus Nimium, etc. Vous avez tous traduit ces vers. À cette théodycée du travail de la terre, alliant la piété et la justice, se joint un deuxième motif directeur, l'éloge de l'Italie et de ses vertus.
les vers, par exemple, géorgique 2, 136 à 176. Symbole de la romanité, l'Italie est le pays de Saturne qui a conservé, mieux que tout autre pays au monde, les dernières traces de l'âge d'or, la paix encore. En se conformant à la loi du travail acharné de la terre, jadis imposée par Jupiter, le Romain peut y retrouver une existence proche de l'insouciance de la race saturnienne. Un troisième motif, cependant, se développe en contrepoint aux deux premiers. Il se trouve que la guerre et son cortège de malheurs typiques de la race de fer hésiodique menacent cette quête de la perfection et risquent d'instaurer le règne de l'injustice. Pour cela, il suffit de lire, et nous n'avons pas le temps, la fin, le final du livre premier, du premier livre, qui demande au jeune prince de restaurer la paix et de protéger justement l'agriculture et l'Italie contre les malheurs qui s'abattent sur elle. Pour lutter contre cette menace, tous les espoirs sont mis dans les ressources guerrières, non seulement du jeune prince, dans sa force surhumaine, mais aussi dans les ressources guerrières de la terre italienne. Et on célèbre tous ceux qui, en Italie, ont joué un rôle militaire important. L'interprétation proposée par Wilkinson a été facilitée par la renaissance des études hésiodiques qui s'est développée entre 1950 et 1980, de sorte que le thème de la loi de la peine des hommes voulue par Jupiter pour régler le cours des choses remonte essentiellement au célèbre poème « Les travaux et les jours d'Hésiode », une référence explicite à Virgile. Ce dernier proclame en effet qu'il chante le poème d'Ascra, la patrie d'Hésiode, à travers les villes romaines. C'est à Pierre Boyancé que remonte cette nouvelle synthèse qui rapproche, après Will-Richter et Jean-Pierre Vernant, la loi du labor improbus, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front de la Genèse. Le retour à l'âge d'or de la vie rustique des anciens Romains, caractérisé par la paix, demeure possible si les hommes en ont la volonté. Pierre Boyancé a démontré que le paysan sait d'expérience que l'issue de ses récoltes dépend de puissances dont il n'est pas le maître et sans le secours desquelles il ne peut espérer les obtenir. Quant aux philosophes, il explique ces données réelles de la vie des champs, notamment par sa conception de Jupiter, par son attention donnée au grand rythme de la vie de la nature. Ces deux types de connaissances exposent chacun, selon le mode qui lui est propre, les mêmes principes fondamentaux de l'existence. Ainsi déchiffré dans les deux premiers livres du poème, le sujet principal des géorgiques n'est pas seulement la célébration d'une activité fondamentale de la vie humaine, mais la définition de la place de l'homme dans l'univers, comme l'écrit Pierre Boyancé. Et après ces travaux que j'ai cités, d'autres travaux se sont venus ajouter à cela et confirment aujourd'hui cette vision. Et comme Pierre Boyancé l'a démontré après d'autres, les géorgiques sont en fait un chant de guerre qui célébrait l'excellence de celui qui connaissait les lois de l'univers, des lois qui, depuis Hésiode, étaient identifiées au cycle de l'agriculture voulu par Jupiter et les célestes. Cette lecture correspond tout à fait à l'ouvrage du poète archaïque d'Ascra. Il faut se rappeler que les travaux et les jours d'Hésiode et les poèmes homériques étaient depuis le IIIe siècle avant notre ère les livres les plus lus de toute l'élite méditerranéenne. Depuis le IIe siècle avant notre ère, ces poèmes offraient aux Romains hellénisés deux modèles complémentaires de perfection, l'excellence aristocratique du guerrier, l'Iliade notamment, et l'excellence humaine du paysan, les travaux et les jours. S'il n'est pas difficile de comprendre comment le modèle d'excellence incarné par Achille et Hector a pu être adopté par les aristocraties de la Méditerranée antique pour décrire la condition qui était la leur, l'engouement pour les travaux et les jours est plus surprenant pour nous. Mais ainsi que René Scherrer et Marcel Détienne l'ont démontré, l'arrêté, la vertu du laboureur s'oppose, mais équivaut néanmoins à celle du guerrier. Au lieu d'affronter autrui pour s'affirmer et conquérir la gloire, l'homme parfait tel qu'il est décrit par Hésiode acquiert un statut proche de la condition divine par l'ascétisme de la terre et de la piété.
On dirait que Virgile a été attiré par ces grands modèles de valeurs traditionnelles que Mécène, Agrippa ou Octavien et même tous les membres de l'élite romaine connaissaient. Au carrefour d'influences multiples, il décrivait les fondements métaphysiques de la romanité selon les modèles concurrents de la tradition grecque. Sous les traits du poète d'Ascra, il célébrait l'excellence domestique du Romain, dernier dépositaire de la pieuse vie rurale des temps de Saturne. Le paradoxe, toutefois, est constitué par le contexte dans lequel Virgile a reçu cette commande et a composé son ouvrage. Et là, nous retrouvons l'ambiguïté. Virgile l'écrivit depuis 36 avant notre ère, au moment où le monde romain replongeait dans le conflit civil armé. Son hymne à la perfection pacifique fut composé devant un arrière-plan militaire, dans un camp militaire, pourrions-nous dire. Il reflète le regard que les Césariens jetaient sur eux-mêmes en tant que représentants de la romanité. Image narcissique d'une élite très cultivée, confrontée à une prise aiguë et sans doute anxieuse de l'issue du conflit, voulait donner d'elle-même. Et œuvre géniale en même temps, les géorgiques, ou plus exactement les discussions et les lectures partielles que la composition du poème a dû entraîner, ont certainement laissé des traces durables dans l'esprit de ceux qui avaient assisté et participé à la naissance du chef-d'œuvre. Aussi n'est-il guère étonnant que les thèmes majeurs des géorgiques préfigurent les célébrations futures des vertus augustéennes. Cela d'autant plus qu'après les victoires de Noloque, la Sicile, d'Axiome et d'Alexandrie, Cléopâtre et Marc-Antoine, les géorgiques, qui avaient tout d'abord exprimé les réflexions d'un poète sur les temps et ses valeurs, tout en reflétant les aspirations et les angoisses d'un état-major, apparurent comme la justification et le symbole de cette victoire, car ils furent lus à Octavien, il ne faut jamais l'oublier, à l'occasion de son triple triomphe en 29. La vertu l'avait en fin de compte emporté et la paix saturnienne était rétablie. Selon la formule de Boyancé, les géorgiques étaient à leur manière ce qu'est le plus beau monument qui nous rappelle la Rome de ce temps, une ara pacis Auguste. Si nous poursuivons selon cette interprétation, nous découvrons aisément qu'il ne faut pas se méprendre sur le sens de l'ara pacis, de l'autel de la paix Auguste. Elle aussi relie en des bas-reliefs admirables la piétas du lointain ancêtre aîné au sacrifice accompli par le prince, sans doute au moment de la consécration de l'autel. Et si nous regardons d'un peu plus près les documents qui relatent la création de cette œuvre d'art, nous découvrons que, comme les géorgiques, pax, paix, s'inscrit dans un contexte militaire. C'est après avoir accompli avec succès les affaires en Hispanie et en Gaule que le Sénat décida de fonder cet autel, pouvons-nous lire dans les Res Gestae de nouveau, et auprès de Cassius Dion qui reprend la même formule. Et Ovide décrit assez longuement, quand il commente le jour anniversaire des sacrifices qui sont célébrés devant cet autel, il décrit assez longuement l'arrière-plan militaire de paix, la chevelure ornée du feuillage d'Axiome, du laurier d'Axiome, du laurier de la victoire d'Axiome. D'ailleurs, le lendemain de son arrivée à Rome, Auguste monta au Capitole, en 13, et dédia à Jupiter le laurier qui entourait les faisceaux de ses licteurs. Acte militaire, n'est-ce pas? Comme dans les textes qui évoquent la triple fermeture de Janus Quirinus, il est question de guerre quand on parle de paix. Bref, toujours le même paradoxe et la même ambiguïté. La paix se manifeste quand il n'y a plus d'ennemis. Ce n'est pas une déesse qui règne seule et pour elle-même. Elle a à ses côtés toujours Mars ou l'Apollon guerrier, celui d'Axiome. C'est une déesse guerrière, si l'on veut. De même que Clémence, qui fut célébrée, mais dont les écrits officiels d'Auguste et même le dialogue de Sénèque donnent une toute autre image. C'est une vertu qui s'exerce quand tout risque est écarté. Il suffit de se rappeler les conseils qu'Anchise, le père d'Énée, donne à son fils dans l'Énéide et qui annonce l'avenir impérialiste de Rome. Face aux multiples arts des autres peuples, celui de Rome, c'est d'exercer le pouvoir sur le monde, d'imposer ses règles à la paix, d'épargner ceux qui se soumettent et soumettre les orgueilleux. Que cela ne puisse se faire qu'à la tête des armées est pour tous les Romains une évidence, et que la paix s'établisse sur des cadavres, c'est un fait naturel. C'est là qu'est le destin du peuple romain, et Auguste, qui emploie d'ailleurs dans les Res Gestae des termes semblables à ceux d'Anchise,
chez Virgile, est en accord avec ce destin. Le prince est un guerrier de la paix. Il ne se bat que pour amener la paix troublée par d'autres. S'opposer à l'ordre romain, c'est contredire l'ordre des choses. C'est pour cette raison que la paix est une vertu guerrière qui veille sur le maintien de la paix plus qu'elle ne célèbre et défend le refus de la guerre. Rappelez-vous le commentaire d'Ovide, « Proche ou lointain, le monde doit redouter les Énéades, et si quelque pays ne craint pas Rome, il doit l'aimer. » Je vous remercie.